personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde toi devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille, noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme aimant, qu'elle s'éloigne de nous, qui sommes là, bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût de bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi. Et puis, un soir de bal, un soir où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et lui a demandé d'être sa femme. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et elle lui a dit oui avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister le mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux gris qui médite là, près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois le soir, il est fatigué. Et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. Il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille femme qui tricote, à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la journée la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante, et ne lui d'aucun secours. Créon est seul avec son petit page, qui ne peut rien en plus pour lui. Cette fille pas là-bas au fond, qui rêve, adossée au mur solitaire, c'est la messagère. C'est elle qui viendra annoncer la mort tout à l'heure. C'est pour cela qu'elle n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres. Elle sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais boucs, ils ont une femme, des enfants, et des petits amis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront l'accusé le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents, toujours satisfaits d'eux-mêmes et de la justice. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur terre, un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sur les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, avait refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes-terres. Maintenant la ville est sauvée,
Les 2 frères ennemis sont morts, et Créon le roi a ordonné qu'à Éthéope, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, et que Polynice, le vaurien, le voyou, le révolté, serait laissé sans pleurs, sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre des hommages funèbres sera impitoyablement puni de mort. D'où viens-tu? De me promener, Nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Faut te lever plus tôt, Nourrice. Si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève. Quand il fait encore noir, je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant, et je te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, Nourrice. Je l'ai vu, sans qu'il ne s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne place pas encore au sol. Tu es sortie. J'ai été à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route. Et j'étais gênée. Parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales. Et je me suis glissée dans la campagne. Sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures. Il n'était pas à 4 heures. Je vais à sa chambre pour voir si elle ne s'est pas découverte en dormant, et je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, Nourrice, d'être la première fille dehors,
La nuit. C'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener. Menteuse, d'où viens-tu? C'est vrai. C'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, Maurice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle. Fais la folle. Je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas commode non plus. Les dures têtes comme toi, ça non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Oui, j'avais un rendez-vous. Tu es un amoureux? Oui, Maurice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est du propre, c'est du joli. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal à les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge à lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours mal peignée avec la même robe. Les garçons les vont qui se mènent avec ses rubans et ses bouclettes, et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou, hein? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? C'est ça, hein? Réponds, fanfaronne. Oui, Maurice. Et elle dit oui. Miséricorde, je l'ai eu toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille, et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice, et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle Créon saura, je te le promets. Oui, Maurice, mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et bon, et ton fiancé, car elle est fiancée. Elle est fiancée, et à 4 heures du matin, elle se lève pour aller courir avec un autre. Et ça voudrait qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre, comme lorsque tu étais petite. Loulou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Je ne devrais pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Vieille bête, oui. Vieille bête, qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid, et des poules pour qu'elles deviennent fortes. Mais à 4 heures, tu dors, vieille bête. Toi, tu ne peux pas fermer l'œil, et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira, ta mère, quand j'y monterai là-haut. Et moi, j'aurais honte à mourir si je n'étais pas déjà morte. Et je ne pourrais que répondre, Madame Jocasse, ça va. Non, Maurice, ne pleure plus. Tu pourras regarder